Avant Toussaint, il y avait l'île. Saint-Domingue n'était pas juste un lieu, c'était un moteur d'immense richesse, une machine brutale, alimentée par la souffrance humaine. C'était la colonie la plus rentable du monde, le joyau de la couronne de l'Empire français. Son sol produisait près de la moitié de tout le sucre et le café consommé en Europe, un doux poison extrait par les labeurs les plus amers. Cette immense prospérité reposait entièrement sur le dos d'un demi-million d'Africains réduits en esclavage. Ils furent arrachés à leur foyer, dépouillés de leur nom et forcés dans un système d'une cruauté inimaginable. L'air lui-même semblait lourd du parfum de la canne à sucre et des cris silencieux des opprimés, une tension qui allait forcément éclater. La société de Saint-Domingue était une pyramide rigide de pouvoir et de race. Au sommet se trouvaient les planteurs blancs, les grands blancs, qui possédaient la terre et les gens qui y vivaient. En dessous d'eux se trouvaient les petits blancs, les artisans, commerçants et soldats blancs, qui s'accrochaient à leur privilège racial avec une féroce désespérance. Venaient ensuite les gens de couleur libre, dont beaucoup étaient d'héritage mixte et possédaient des biens, même des esclaves. Pourtant, ils se voyaient refuser tous les droits des citoyens français, créant un profond ressentiment. Tout en bas, formant la vaste base de cette structure volatile, se trouvaient les Africains réduits en esclavage. Les vents du changement commencèrent à souffler de l'autre côté de l'Atlantique. En France, une révolution éclata. Ses dirigeants parlèrent de liberté, d'égalité et de fraternité. C'étaient des mots dangereux, électrisants. Ils résonnèrent à travers l'océan, atteignant les oreilles de chaque groupe à Saint-Domingue. Les planteurs blancs y virent une occasion d'obtenir plus d'autonomie de la France. Les gens de couleur libre y virent une chance de revendiquer les droits qui leur étaient refusés. Toussaint est né esclave vers 1743 sur la plantation Bréda. Sa jeunesse fut marquée par la dure réalité des champs de canne à sucre. Pourtant, même au sein de ce système oppressif, Toussaint s'est taillé une place unique. Son parrain, un prêtre nommé Pierre-Baptiste, a reconnu sa vive intelligence. Il a appris à Toussaint à lire et à écrire. C'était un don rare, un outil puissant dans un monde conçu pour maintenir les esclaves dans l'ignorance. Toussaint dévorait les livres, lisant les œuvres des penseurs des Lumières françaises qui écrivaient sur les droits de l'homme et la dignité. Il a également appris l'histoire d'anciens héros comme Spartacus, qui a mené une révolte d'esclaves contre Rome. Ces histoires ont semé des graines dans son esprit, des idées de ce qu'un homme pouvait accomplir contre des obstacles impossibles. Son intelligence n'était pas seulement académique. Toussaint était un cavalier doué et un étudiant en médecine vétérinaire et à base de plantes. Ses compétences lui ont valu une position de confiance sur la plantation. Il n'était pas un ouvrier agricole, mais un cocher et un intendant pour le gérant de la plantation. Ce rôle lui a donné un degré de liberté et de mobilité inouï pour la plupart des personnes asservies. Il pouvait voyager entre les plantations et vers la ville, le Cap Français. La nuit du 22 août 1791 a tout changé. Les conques ont sonné, signalant le début d'une révolte d'esclaves massive et coordonnée dans le nord de Saint-Domingue. Ce fut une explosion de fureur refoulée. Les plantations ont été incendiées et les maîtres tués. Pendant des semaines, Toussaint n'a pas participé au combat. C'était un homme de 48 ans, prudent et réfléchi. Son premier acte ne fut pas de violence, mais de loyauté. Il a assuré la sécurité de la famille de son ancien maître, les escortant vers un navire à destination des États-Unis. Ce n'est qu'après avoir rempli ce devoir personnel qu'il a tourné son attention vers la lutte plus large. Il a rejoint les forces rebelles, non pas en tant que suiveur, mais en tant que futur leader. Son ascension fut rapide et certaine. Il n'a pas commencé en tant que commandant en chef. Il a commencé comme médecin pour les troupes rebelles, utilisant sa connaissance des herbes pour soigner les blessés. Mais ses compétences organisationnelles et son esprit tactique sont rapidement devenus évidents. Il a formé un petit groupe de soldiers à l'art de la guérilla, leur enseignant la discipline, la précision et la loyauté. Alors que d'autres chefs rebelles s'appuyaient sur la force brute, Toussaint a bâti une armée. Il a compris que la rage seule ne pouvait pas gagner une guerre. Elle exigeait une structure, une stratégie et une vision claire. Alors que la rébellion faisait rage, Toussaint prouva son génie militaire. Il connaissait intimement le terrain de Saint-Domingue. Il utilisa ses montagnes et ses forêts denses à son avantage, lançant des attaques rapides et surprenantes contre les forces françaises. Ses troupes étaient disciplinées et farouchement loyales envers lui. Il était plus qu'un simple commandant, il était leur inspiration. C'est pendant cette période qu'il gagna son célèbre surnom, l'Ouverture.
Cela signifie l'ouverture. On disait qu'il pouvait créer une ouverture dans les lignes ennemies, partout où il le souhaitait. Le nom resta, témoignage de son génie tactique. La révolution haïtienne fut un conflit complexe et multilatéral. Ce n'était pas simplement des esclaves contre des maîtres. Toussaint dut naviguer dans un paysage politique périlleux. Il s'allia avec les Espagnols qui contrôlaient l'est de l'île pour combattre les Français. Ce fut une alliance purement pragmatique. Il utilisa les Espagnols pour obtenir des armes, des fournitures et de l'entraînement, tout en construisant sa propre base de pouvoir. En 1794, le gouvernement révolutionnaire français fit une déclaration radicale. Il abolit officiellement l'esclavage dans toutes ses colonies. Ce fut une victoire monumentale, un résultat direct de la pression exercée par les rebelles de Saint-Domingue. En apprenant la nouvelle, Toussaint prit une décision capitale. Il abandonna ses alliés espagnols et changea son allégeance pour la République française. Il tourna sa formidable armée contre les Espagnols et les Britanniques, qui avaient également envahi la colonie, espérant la prendre à la France. Il les chassa tous deux de l'île. Il était désormais l'homme le plus puissant de Saint-Domingue, général de l'armée française et dirigeant de facto de la colonie qu'il avait contribué à libérer. Ces victoires n'étaient pas seulement militaires, elles étaient psychologiques. Il brisa le mythe de la suprématie blanche. Il prouva qu'une armée d'anciens esclaves, dirigée par un ancien esclave, pouvait vaincre les armées européennes les plus puissantes de l'époque. Le défi suivant de Toussaint vint de l'intérieur. La colonie était fracturée selon des lignes raciales et politiques. Il dut unir la population noire aux gens de couleur, qui avaient leurs propres ambitions et leur propre leader puissant, André Rigaud. Une guerre civile brutale, la guerre des couteaux, éclata entre les forces de Toussaint au nord et celles de Rigaud au sud. Toussaint, avec sa supériorité numérique et son acuité stratégique, finit par l'emporter. Il unifia toute la colonie sous son commandement unique. Ayant sécurisé le contrôle de la partie française de l'île, Toussaint tourna son regard vers l'est. Saint-Domingue, la colonie espagnole de l'autre côté d'Hispaniola, pratiquait encore l'esclavage. C'était une menace inacceptable pour la liberté qu'il avait gagnée. En 1801, il mena son armée à Saint-Domingue et la conquit, défiant les ordres directs de la France. Il y abolit aussitôt l'esclavage, unifiant toute l'île d'Hispaniola sous sa domination et sous le principe de la liberté universelle. En 1801, Toussaint franchit l'étape la plus audacieuse. Il chargea un comité de rédiger une constitution pour Saint-Domingue. C'était un acte de souveraineté radicale. La constitution de 1801 déclara l'abolition de l'esclavage pour toujours. Elle affirma sans équivoque que tous les hommes, quelle que soit leur couleur, naissaient, vivaient et mouraient libres et français. La Constitution nomma également Toussaint gouverneur général à vie, avec le pouvoir de choisir son successeur. Cette décision concentra un pouvoir immense entre ses mains. De manière significative, la Constitution ne déclara pas l'indépendance formelle de la France. Elle maintint soigneusement que Saint-Domingue était une colonie de l'Empire français. C'était une concession stratégique, une fiction politique conçue pour apaiser le nouveau souverain de la France, Napoléon Bonaparte. Mais Napoléon n'était pas un homme qui tolérait les rivaux. Il ne vit pas la constitution de Toussaint comme un acte de loyauté, mais comme un acte de défi. Il vit un homme noir diriger l'un des territoires les plus précieux de la France et fut enragé par l'audace. La constitution devint le point de non-retour. Elle mit à nu le conflit fondamental entre la vision de Toussaint et l'ambition de Napoléon. Une flotte française massive était déjà en préparation pour naviguer vers les Caraïbes. Pour vraiment comprendre Toussaint l'ouverture, nous devons regarder au-delà du champ de bataille et du palais du gouverneur. C'était un homme aux convictions personnelles profondes et complexes. Sa famille était son ancre, dans une vie de tumulte constant. Sa foi catholique était un élément central de son identité. Il voyait sa mission en termes religieux, croyant qu'il était un instrument de Dieu, choisi pour libérer son peuple de la servitude. Une histoire célèbre raconte qu'il est arrivé à un camp militaire et a trouvé la sentinelle endormie à son poste. Au lieu de punir le soldat épuisé, Toussaint a pris le mousquet de l'homme et a monté la garde lui-même pour le reste de la nuit. Napoléon Bonaparte n'était pas un homme avec qui il fallait plaisanter. Exaspéré par la constitution de Toussaint et ses actions indépendantes, il a dépêché la plus grande force expéditionnaire jamais partie de France. Commandée par son propre beau-frère, Charles Leclerc, une armée de dizaines de milliers de soldats vétérans a navigué vers Saint-Domingue. Lorsque Toussaint a vu la flotte française arriver en février 1802, il a su que la bataille finale pour la liberté avait commencé. Il a dit à ses hommes, de manière célèbre, « Ils sont venus nous asservir à nouveau. Nous nous battrons et nous mourrons. »
mais nous mourrons en hommes libres. La guerre qui a suivi a été sauvage. Toussaint a mis en œuvre une politique de la terre brûlée, ordonnant à ses généraux de brûler les villes côtières et de se retirer dans l'intérieur montagneux. Mais les Français avaient un nombre et des ressources écrasants. Un par un, les généraux clés de Toussaint ont été attirés par de fausses promesses et se sont rendus aux Français. Voyant sa position intenable et espérant épargner à son peuple de nouveaux bains de sang, Toussaint a accepté de négocier une reddition. Toussaint, fatigué de décennies de combats, a accepté l'offre en mai 1802. Ce fut une erreur de calcul tragique. Quelques semaines plus tard, sous le couvert de l'obscurité, des soldats français ont fait irruption chez lui, l'ont arrêté, ainsi que sa famille, et l'ont traîné sur un navire à destination de la France. Il ne reverrait plus jamais sa patrie. Il a été emprisonné dans le cachot glacial et humide du fort de Joux, une forteresse isolée en hauteur dans les montagnes du Jura, près de la frontière suisse. C'était une cage pour l'aigle noir des Caraïbes. Il a été détenu en isolement, interrogé et privé de nourriture et de chaleur adéquate. Ses ravisseurs voulaient en savoir où il avait caché son prétendu trésor, ne comprenant pas que son véritable trésor était l'idée de liberté qu'il avait plantée dans le cœur de son peuple. Isolé et affaibli, Toussaint Louverture est mort d'une pneumonie et de faim le 7 avril 1803. La mort de Toussaint dans une froide prison française n'a pas été la fin de son histoire, ce fut le début de sa légende. Sa capture et son martyre eurent l'effet inverse de ce que Napoléon avait prévu. Cela a ravivé les feux de la rébellion à Saint-Domingue. Quand la nouvelle s'est répandue que les Français prévoyaient bel et bien de rétablir l'esclavage, les anciens généraux de Toussaint, menés par le féroce Jean-Jacques Dessalines, se sont soulevés une fois de plus. Ils ont combattu avec une détermination renouvelée, inspirée par le souvenir de leur chef tombé au combat. Le 1er janvier 1804, Dessalines déclara l'indépendance de Saint-Domingue, la renommant Haïti, son nom indigène originel. Ce fut l'accomplissement ultime de l'œuvre de Toussaint. Haïti est devenue la première république noire indépendante du monde et la première nation fondée par d'anciens esclaves. Ce fut un événement monumental dans l'histoire humaine, une réfutation radicale des idéologies racistes de l'époque. La révolution haïtienne, initiée et guidée par Toussaint, a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Elle a terrifié les puissances esclavagistes comme les États-Unis, mais a inspiré les abolitionnistes et les personnes asservies partout. Le fantôme de Toussaint hantait la conscience du monde, un symbole puissant de la force irrésistible de la liberté. Son héritage aujourd'hui est plus pertinent que jamais. Toussaint Louverture est une icône universelle de libération et de dignité humaine. Il était une figure des Lumières qui a pris ses idéaux de liberté et d'égalité plus au sérieux que les Européens qui les ont écrits. Il a prouvé que le leadership, le génie et le courage ne sont confinés à aucune race ou classe sociale. Il fut un brillant stratège militaire, un politicien habile et un bâtisseur de nations visionnaires qui s'est élevé des conditions les plus abjectes pour défier les plus grandes puissances sur Terre. Son histoire est un témoignage du pouvoir d'un individu à changer le cours de l'histoire par la seule volonté, l'intellect et un engagement inébranlable envers la justice. Le monde contre lequel Toussaint a combattu, un monde de colonialisme, de racisme et d'exploitation, n'a pas entièrement disparu. Les luttes pour l'égalité et l'autodétermination continuent sous de nombreuses formes. C'est pourquoi son histoire doit être racontée et re-racontée. Il nous rappelle que la liberté n'est jamais donnée, elle doit être gagnée. Il nous montre que les opprimés peuvent devenir les architectes de leur propre destin. L'ouverture qu'il a créée n'était pas seulement dans les lignes d'une armée ennemie, c'était une ouverture dans la conscience humaine, une déchirure permanente et profonde dans le tissu de la tyrannie. La vie de Toussaint Louverture est une flamme inextinguible, une inspiration intemporelle pour tous ceux qui luttent pour un monde plus juste et équitable.